Bienvenue à Débat de Cité MKO, espace dédié au débat, aux échanges entre citoyens sur les sujets brûlants de l'actualité de notre époque et de notre temps. Débat de Cité MKO est un lieu d'expression libre et ouvert abordant des thèmes tels que la démocratie, la gouvernance, la justice, l'économie, l'éducation, la santé et bien d'autres. Chaque débat est une plongée profonde dans des sujets d'intérêt public visant à éclairer les consciences et encourager l'engagement citoyen, personnel et volontaire. L'objectif vise à dépasser les limites politiques et partisanes en favorisant une discussion inclusive. Rejoignez-nous chaque dimanche soir de 21h à 23h GMT en direct sur Xspace, Twitter. Débat de Cité MKO, véritable contrôle et veille citoyen. Mesdames et messieurs, bienvenue à Débat de Cité MKO. Le thème de ce soir, bien évidemment, nous allons parler d'un sujet spécifique, droits de l'homme, liberté publique. Est-ce un leurre ou une lueur? Bien évidemment, beaucoup de gens ont tendance justement à confondre les concepts de droits de l'homme et les concepts de liberté fondamentale. Non seulement il y a le risque de confusion, mais en même temps, il y a le risque éventuellement de banalisation. De banalisation parce que la démarche la plus simple et la plus facile, la plus accessible consiste juste, comme le raisonnement vis-à-vis de la démocratie, de battre en touche et de ramener ces concepts-là comme étant des concepts impérialistes, occidentaux, absolument pas africains. Ils n'ont pas tort. Ils peuvent penser cela. Sauf que les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont avant tout des principes universels qui visent en tout premier à protéger la dignité et l'égalité de chaque individu, cela sans aucune espèce de distinction, selon que l'on soit noir ou blanc, ou selon que l'on soit jaune ou autre, selon que l'on soit ressortissant du continent africain ou européen ou américain ou asiatique. Les droits qui sont ainsi proclamés, bien évidemment, sont à la fois inscrits dans divers documents internationaux, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, mais pas que. Nous avons également des textes fondamentaux, des traditions fondamentales africaines qui prônent également les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Les principaux droits et libertés qui sont proclamés, c'est en premier le droit à la vie et à la sécurité. Selon que l'on soit blanc ou noir, nul ne peut ôter la vie d'un individu et nul n'a le droit de mettre en danger la sécurité d'un individu. Chaque individu, de ce point de vue, peu importe sa race, peu importe son origine, a le droit à la vie, a le droit à la liberté, a le droit à la sécurité pleine et entière de sa personne. Parce que chaque individu a le droit à la vie, a le droit à la sécurité, nul n'a le droit de torturer et de réserver des traitements inhumains à un individu. Nul encore, de ce point de vue, ne doit être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains et dégradants pour la personne. Bien évidemment, l'ensemble de ces droits est d'abord corroboré par un principe absolu qui traverse toutes les sociétés, c'est le principe de l'égalité de tous devant la loi. En principe, tous les individus sont égaux devant la loi et tous les individus ont et peuvent prétendre à la même protection de même niveau, sans aucune espèce de discrimination
selon le sexe des individus ou même l'état de fortune des individus. Des droits sont proclamés et peuvent faire l'objet de disputes souvent lorsque l'on parle de la liberté d'expression qui est un des droits fondamentaux. Il est dit que toute personne a le droit de s'exprimer librement, sans ingérence, et la limite de cette liberté d'expression n'est fixée que par la loi et les bonnes mœurs, sans que personne ne puisse venir contrarier cela, exprimer une volonté autre que celle de la loi et des bonnes mœurs. À côté, il est clair que les individus bénéficient de cette option, de cette liberté de choisir, suivant leur conscience, la religion de leur choix. Chacun a le droit non seulement de penser, mais aussi de croire et le droit d'appartenir à telle religion plutôt qu'à telle autre. En matière judiciaire, il n'est fait aucune distinction suivant l'état de fortune des gens, suivant le sexe des gens ou suivant la couleur de peau des gens. Toutes les personnes, tous les individus ont le droit à un procès équitable. Toutes les personnes qui accèdent à la justice ou qui sont déférées devant la justice ont droit à un procès qui soit juste, un procès qui soit public, devant un tribunal impartial, et ils ont accès librement au juge et à la justice. D'autres droits peuvent donner l'impression, vu d'Afrique, que l'individu n'a pas de vie privée, mettant en avant le caractère collectiviste de notre communauté de vie, même dans le cadre de notre rapport humain collectif. Chaque individu, y compris en Afrique, a droit au respect de sa vie privée, de sa famille, de son domicile, y compris de sa correspondance. Il est dit aussi, au plan politique, que les individus bénéficient de la liberté de réunion et d'association. Même si cette liberté fait l'objet de beaucoup de disputes, fait l'objet de beaucoup de discussions, c'est l'une des premières libertés, en même temps que la liberté d'expression, qui ont tendance à être anéanties, notamment dans les régimes autoritaires, arguant de ce que la situation d'exception, qui résulte simplement de leur seule opinion, permet d'anéantir cette liberté et interdire donc aux individus de se réunir pacifiquement et de s'associer. L'ensemble de nos textes fondamentaux, les constitutions, affirment le droit à l'éducation. Ceci comporte le plein épanouissement de la personnalité humaine et renforcer donc le respect des droits de l'homme en ce que chaque individu a le droit à l'éducation, chaque individu a accès à l'école, chaque individu a accès aux enseignements qui sont dispensés à l'école dans des conditions telles que ce droit affirmé doit être aussi accessible. Le droit au travail et à des conditions justes qui ne soient pas des conditions que l'on peut assimiler à l'esclavage constituent également des droits fondamentaux qui sont affirmés dans le cadre de nos textes fondamentaux. Bien évidemment, ces droits, lorsqu'ils sont affirmés, bénéficient de degrés divers de protection par des lois nationales et internationales, et leur respect est souvent essentiel pour la promotion de la paix, pour la promotion de la justice, pour la promotion de la dignité humaine à travers le monde. Cependant, la mise en œuvre et le respect de ces droits varient selon les pays et les contextes politiques. Bien évidemment, c'est en cela que l'on peut éventuellement faire le distinguo entre un état de droit et un état de non-droit.
L'état de droit étant l'état dans lequel chaque individu est assujetti au droit, sans aucune espèce ni de discrimination, ni de distinction selon que l'on soit là encore un homme ou une femme, selon que l'on soit un jeune, un moins jeune ou un vieux, selon que l'on soit dirigeant politique ou pas dirigeant politique. L'état de droit, c'est le règne de la loi et du droit. Et le règne de la loi et du droit, l'arbitre n'est pas l'individu, n'est pas le dirigeant politique, l'arbitre est et demeure le juge. À la différence de l'état de droit, l'état de non-droit ne soumet pas tous les individus au diktat du droit, au respect de la loi, parce que des individus peuvent se croire supérieurs, pensant que leur supériorité leur permet simplement d'échapper à la loi, de ne pas se soumettre à la loi. Là est le début de l'autoritarisme, là est le début de la dictature. Pour rappeler simplement le caractère universel de ces droits, je voudrais juste vous rappeler l'importance de la charte de Kurukanfuga, qui est donc la charte du Mandé. Cette charte du Mandé est la constitution qui a permis justement à l'empire du Mandingue de pouvoir exercer l'autorité de l'empire à travers des règles fondamentales qui ont été conçues dans le cadre de cette charte-là. Et c'est cette charte-là qui a permis tout le long, justement, de faire en sorte que l'on puisse aujourd'hui régenter la société mandingue à tout point de vue. Et c'est pour ça que je me suis autorisé à aller chercher justement cette charte du Mandingue qui a été traduite. Et la charte du Mandingue date des années 1235-1236. La charte du Mandingue est née à la suite de ce que l'on appelait la bataille de Kirina, qui a permis à l'empereur Sundiata Keita de prendre le dessus sur son adversaire du Mandé qui régnait autoritairement sans que personne ne puisse l'empêcher. Et vous connaissez l'histoire de Sundiata Keita que je n'ai pas besoin de rappeler ici. La bataille de Kirina a été remportée par l'empereur Sundiata Keita et qui a réuni donc l'ensemble des forces vives du Mandé pour convenir justement des textes de base de la constitution du Mandé qu'on a appelée la constitution de Kurukanfuga. Kurukanfuga est une ville située dans la ville de Kangaba au Mali, et cette ville ayant donné son nom à la charte. Je voudrais rappeler simplement un certain nombre de dispositions contenues dans les 44 articles de la charte de Kurukanfuga qui mettent en avant aujourd'hui des éléments qui peuvent corroborer avec tout ce qui concerne les droits de l'homme et les libertés fondamentales. J'ai posté donc ce texte de Kurukanfuga et vous trouverez à l'article 5 de la Constitution du Mandé qui rappelle de façon évidente que chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité, à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, tout acte attentatoire à la vie d'autrui est puni de mort. Ce n'est pas tout. Bien d'autres dispositions encore rappellent la pertinence de l'importance des droits de l'homme, y compris dans la société mandingue. Il est dit à l'article 11, que quand votre femme ou enfant fuit, ne le poursuivez pas chez le voisin.
À l'article 14, n'offensez jamais les femmes, nos mères. À l'article 15, ne portez jamais la main sur une femme mariée avant d'avertir son mari et fait intervenir sans succès son mari. L'article 16, en plus de leurs occupations quotidiennes, les femmes doivent être associées à tous nos gouvernements. Article 17, les mensonges qui ont vécu et résisté 40 ans doivent être considérés comme des vérités. Article 18, il est dit, respectons le droit d'aînesse. Et ce n'est pas tout, il y a bien d'autres dispositions qui ont trait justement au respect de l'intégrité physique des personnes, y compris lorsqu'on les considère comme des esclaves. L'article 20 de la charte de Kurukanfuga dit « Ne maltraitez pas les esclaves, accordez-leur un jour de repos par semaine et faites en sorte qu'ils cessent le travail à des heures raisonnables. On est maître de l'esclave, mais pas du sac qu'il porte. » L'article 24, ne faites jamais de tort aux étrangers. L'article 27, la jeune fille peut être donnée en mariage dès qu'elle est pubère, sans détermination d'âge. Le choix de ses parents doit être subordonné, le choix des parents doit être demandé quel que soit le nombre de candidats. Le jeune garçon peut se marier à partir de 20 ans. Article 29, le divorce est toléré pour l'une des causes ci-après. 1. L'impuissance du mari. 2. La folie de l'un des conjoints. 3. L'incapacité du mari à assumer les obligations nées du mariage. Et il est dit que le divorce doit être prononcé en dehors du village. Ça pose, pour ceux qui sont juristes, la problématique, justement, du privilège de juridiction. Je peux continuer encore pour dire, par exemple, à l'article 32, qu'il est dit « Tuez votre ennemi, ne l'humiliez pas ». À l'article 39, « Assouvir sa faim n'est pas du vol si on n'emporte pas son sac ou sa poche. » Et enfin, les 3 derniers articles se rapportent donc à la préservation de la nature. La brousse, article 40, est notre bien le plus précieux. Chacun se doit de la protéger et de la préserver pour le bonheur de tous. Article 41, avant de mettre le feu à la brousse, ne regardez pas, levez la tête en direction de la cime des arbres. Et article 42, les animaux domestiques doivent être attachés de sorte, que je puisse juste, doivent être attachés justement pour éviter qu'ils aient accès à des cultures et libérés après les récoltes. Le chien, le chat, le canard et la volaille ne sont pas soumis à cette mesure-là. Pour tous ceux qui sont véritablement curieux, ils peuvent aller trouver le texte de la charte du Kurukanfuga qui leur permet juste de comprendre un certain nombre de choses. Tout cela pour mettre en avant aujourd'hui le caractère quasi universel des droits de l'homme d'une part, mais également des libertés fondamentales, étant entendu qu'il y a un certain nombre de droits qui peuvent être
mieux affirmé dans certaines contrées que d'autres, mieux protégé dans certaines contrées que d'autres, mieux accessible dans certaines contrées que d'autres. Le véritable sujet étant que sur l'essentiel des droits aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de dispute. Le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, les libertés d'opinion, de conscience et d'expression constituent des droits et des libertés fondamentaux. Quand on regarde l'évolution du monde aujourd'hui, bien évidemment, lorsque l'on est ressortissant de contrées africaines, on peut s'interroger souvent sur un certain nombre de droits et sur un certain nombre d'évolutions de ces droits. Toute la problématique aujourd'hui des droits nouveaux qui naissent dans des contextes pas souvent très compréhensibles du point de vue africain, tout comme le droit à la polygamie aujourd'hui. Je ne sais même pas si c'est un droit, la polygamie, c'est une possibilité qui est ouverte dans le cadre de l'option matrimoniale, est perçue difficilement dans les contrées européennes, tout comme en Afrique. On a du mal à comprendre et à appréhender justement des droits nouveaux qui sont en rapport justement avec les mœurs, ce qui peut éventuellement dérouter un esprit africain. Voilà pour la petite introduction que je voulais faire dans un premier temps. En te remerciant, Ashta, d'être là, j'ai évoqué le caractère universel, je dirais plutôt quasi universel, de ces droits et des libertés fondamentales. Je suis sûr et certain que l'affirmation que je fais peut faire l'objet donc de disputes, étant bien entendu que ces droits, tu conviendras avec moi, ne sont pas appréhendés de la même manière selon que l'on soit de tel ou tel pays, ou selon que l'on soit de tel ou tel continent, ou selon que l'on soit de telle ou telle autre sensibilité. Bonsoir maître, bonsoir à tous. Vous m'entendez maître? Oui. Bonsoir, ça fait longtemps. Merci maître pour le space et pour la thématique. Pour moi, très intéressante. Je suis particulièrement intéressée par tout ce qui a trait aux droits de l'homme, à tout ce qui est liberté fondamentale, etc. Surtout dans le contexte que nous avons actuellement. Avec tout ce qui se passe en Palestine. J'y reviendrai un peu après peut-être. Maître, je suis absolument d'accord avec vous sur l'affirmation que vous avez faite, sur l'appréhension déjà de la nature de ces droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moi, j'apprécie particulièrement le fait que ce sont des notions qui sont fluctuantes. Qui sont fluctuants selon là où nous sommes. Bien entendu, il y a une base, comme vous l'avez dit, maître, il y a une base qui est commune et je pense qu'on reconnaît à notre humanité. Vous avez rappelé le droit à la vie, l'égalité, la liberté, toutes ces libertés, les libertés d'expression, les libertés politiques en général, liberté de réunion, etc. C'est normalement, d'après ce que je sais, enfin d'après ce que j'ai compris, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ce sont tous ces droits où on se met d'accord que ces droits et ces libertés, ça préserve la dignité de la personne humaine. Moi, je dis que j'aime particulièrement le fait que ce soit fluctuant parce que, on se met d'accord sur notre humanité, les caractéristiques qu'on est d'accord, que ça a trait à notre humanité. Mais en même temps, ça reconnaît que selon, comme vous l'avez dit tout à l'heure maître, selon là où nous sommes, selon notre réalité, on peut donner plus d'importance à certains droits, on peut reconnaître plus de protection à certains droits. Il y a aussi une fluctuation dans le temps. Il y a quelques années, j'avais lu, je pense, il y a une nouvelle, je pense, ça a été reconnu comme droit fondamental, l'accès à Internet. Là, bien sûr, si on compare à l'Afrique,
Dans beaucoup de pays, tu dis liberté fondamentale, l'accès à internet, on va te dire: «Non, mais ça correspond pas vraiment à nos réalités. Il y a d'autres droits, il y a d'autres libertés qui sont plus fondamentales qu'on cherche à protéger et le droit à l'accès à internet, ça paraît si loin». Alors que si on se place en Europe ou quelque chose comme ça, si tu n'as pas internet, tu n'as pas accès à internet, tu n'as pas de travail et cetera et cetera. Donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est cette fluctuation, y compris dans les caractéristiques de ces, libertés fondamentales et ces droits de l'homme, dans le temps et dans leurs caractéristiques. Et bien entendu, je suis particulièrement sensible aussi à toutes ces droits et ces libertés, je vais dire, non seulement humaines, mais aussi, tout ce qui a trait aux femmes. Et bien entendu, dans nos pays, ce le défi, je dis plus parce qu'avec ce qui se passe en Palestine, on ne peut même plus dire que c'est seulement dans nos pays, parce qu'on voit que même l'ONU n'arrive pas à faire respecter ses propres textes. Enfin, pour moi, ce qui se passe en Palestine, c'est quelque chose qui est vraiment révélateur. J'ai été beaucoup déçue. Pour quelqu'un qui a étudié le droit, qui a passé des heures à apprendre les mécanismes de protection, les mécanismes de mise en place, de certains textes et cetera, et de voir que finalement, j'ai eu ce sentiment-là que finalement on a appris tout ça existe pour rien, et ça je le déplore. Donc je pense que oui, les caractéristiques, les comprendre et cetera, c'est très bien. Et moi je donne beaucoup d'importance à tout ce qui est droits de l'homme, liberté fondamentale et cetera. Mais au jour d'aujourd'hui, je constate que c'est des droits qui sont très difficiles à être protégés et qui sont pas nécessairement protégés. Donc j'irais pour répondre à votre problématique, mettre l'heure ou l'heure. Moi, je suis plus sur le leurre pour l'instant. Je m'arrête là et merci maître pour, la charte de Fuka. Je suis désolée, je connaissais pas, je vais aller lire. Je suis allée sur la page de dé vous avez dit vous l'avez publié, mais je j'ai pas trouvé sur la page de débat de Cité. Donc, Donc je sais pas si c'est votre compte personnel, je vais aller chercher tout à l'heure inch'Allah pour lire. je sais plus où je l'ai publié, mais bon, d'ici la fin du space, je vais encore le remettre. C'est un D'accord. texte qui est fondamental. D'abord, c'est un texte qui est né à la suite d'une belligérance. Et deuxièmement, c'est un texte qui est né suivant la volonté du souverain lui-même unilatéralement, qui a décidé de réunir toutes les localités du Mandé pour évoquer des choses essentielles qui ont trait à la vie. Et ce texte appréhende non seulement la vie entre les humains, toutes les transactions entre les personnes, les individus et les biens, et ce texte va aller jusqu'à se soucier, bien évidemment, du sort des bêtes, du sort des animaux, en nous indiquant par quelle mesure on devrait se comporter vis-à-vis des animaux après que il est énuméré justement des droits fondamentaux en ce qui concerne l'intégrité physique de la personne, en ce qui concerne le mariage de la jeune fille, en ce qui concerne le consentement éventuel des parents, en ce qui concerne le droit pour les individus au titre du droit d'aînesse d'éduquer les enfants et tous ceux qui sont les aînés, les cadets du moins. Donc, c'est un texte qui est relativement parlant. Après, il y a beaucoup de gens qui sont tentés justement de mettre en cause d'abord l'authenticité du texte, en ce que ce texte résulte d'une tradition orale. Une tradition orale, rappelons-le, le Coran et la Bible ont été transmises par l'oralité dans un premier temps. Un deuxième temps, c'est que des jurisconsultes se sont réunis autour de ce texte, d'abord pour l'attester, et deuxièmement pour l'authentifier, et troisièmement pour donner non seulement le sens et le contenu et même l'esprit de ce texte. Donc, de ce point de vue-là, il cale très très bien avec les droits de l'homme. Je suis tout à fait d'accord avec le caractère non accessible souvent des droits qui sont affirmés simplement.
Je ne reviens même pas sur la problématique des droits qui sont issus de textes qui viennent d'ailleurs. Par exemple, quand on parle du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de 1789, bien évidemment, la Révolution française ne peut pas parler justement dans un continent comme l'Afrique. Les droits qui sont affirmés en dehors des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, des droits essentiels, notamment le droit à la vie, notamment le droit à l'intégrité physique, notamment les libertés qui sont affirmées, on ne peut pas trop véritablement se soucier de cela. Des textes comme Kurukanfuga, il en existe, mais la tradition orale nous enseigne également que le respect notamment des droits de la femme dans le cadre du rapport de conjugalité sont des choses essentielles au-delà de l'empire du Mandingue, dans des sociétés bantoues, par exemple, ou dans des sociétés ashantis, sont des droits qui sont non seulement affirmés, mais qui sont des droits reconnus et qui sont des droits mis en œuvre également de ce point de vue-là. Je parlais de droits affirmés, mais très peu de droits justement mis en œuvre. Je pense notamment au droit de l'éducation qui est systématiquement affirmé sans qu'on puisse tirer la moindre des conséquences. Je pense notamment au droit à la santé et comme tu l'as indiqué tout à l'heure, le droit à Internet. Je discutais justement avec un Malien de Gao justement qui me disait que pour lui, le droit le plus fondamental, c'est le droit d'accès à Internet dans un contexte comme Gao, où il revendique le droit de communiquer et lorsqu'il n'a pas accès à Internet facilement, il est coupé du monde, donc il n'a pas accès à ce droit fondamental. Donc la problématique est l'affirmation du droit et l'autre sujet est la mise en œuvre des droits et le caractère effectif des droits. Et lorsqu'il y a une rupture à ce niveau, quid de la possibilité justement de pouvoir s'emparer du droit et de pouvoir l'exercer ou de pouvoir y accéder sous réserve éventuellement que le non-accès puisse donner l'occasion, par exemple, à une mise en cause au titre de la responsabilité et à une mise en cause jusqu'au paiement des dommages et intérêts. Ibrahim Atchoun nous fait le plaisir d'être là. Fatou Yann Senghor aussi est là. Et nous avons Ousmane également d'Amnesty International qui doivent tous intervenir. Ousmane, Ibrahim du moins, Tchoun, quel est ton réac déjà sur la problématique des droits de l'homme, des libertés fondamentales entre l'heure et l'UE? Bonjour, enfin, bonsoir maître. Merci de m'associer à cette réflexion sur le droit tel que formulé, droit de l'homme, liberté fondamentale, l'heure et lueur. Ça pointe la question de l'effectivité. Ce serait de l'heure et lueur si le droit est ineffectif et ce serait une réalité si ce droit-là était effectif. C'est toute une problématique autour de l'effectivité. Le doyen Carbonnier disait qu'il fait partie de la destinée du droit d'être ineffectif dans une certaine manière. Aucune loi, aucun texte n'est effectif totalement. Si on entend l'effectivité de la règle de droit comme les effets de cette loi sur la réalité sociale. Le droit a quelque part un effet praxéologique. Jamais poète n'a interprété la réalité comme les juristes l'ont fait. Et donc, le droit a quelque part dans sa destinée une sorte d'ineffectivité. C'est un enjeu, c'est une question fondamentale sur laquelle on peut revenir, mais il faut qu'on revienne à des considérations un peu plus générales. Le doyen Carbonnier disait qu'un homme heureux n'a pas besoin de droit. La sous-jacence de cette affirmation est que cet homme heureux était seul, parce que si tant est que l'homme entre en interaction avec son alter ego, il naît de cette interaction-là une règle de droit qui organise le rapport, que cette règle soit écrite ou non écrite. Pour dire donc que le droit, vous avez évoqué le texte de Karakangfouga. Donc, le droit originairement était un droit coutumier. C'est-à-dire, quand on voit le texte de Karakangfouga tel qu'il est assez lacunaire, donc ça veut dire que
il ne fait que formaliser un certain nombre d'accès principiels, mais dans le fond, la pratique juridique dans ces contrées-là, dans les contrées africaines et dans la tradition humaine, c'est un droit coutumier, au sens où c'est une pratique répétée par une communauté et qui attache une certaine obligatorité à cette pratique-là et qui a des mécanismes sanctionnateurs plus ou moins affirmés. D'ailleurs, c'est sous ce rapport-là que le doyen Carbonnier avait donné une définition assez particulière de la règle de droit, qui disait que c'est une règle de comportement humain à l'observation de laquelle la société peut nous contraindre selon une pression plus ou moins intense. Donc, le droit est un rapport de l'humain à un corps social auquel il appartient. Et maintenant, il y a plusieurs, sous ce rapport-là, on va distinguer les traditions juridiques et les grandes catégories de droits fondamentaux. Parce que bon, on a entremêlé beaucoup de notions et il faut les démêler. Droits fondamentaux, libertés fondamentales, c'est deux choses qui sont un peu différentes. Et il y a également des catégories pour comprendre un peu quelle est la structure de ces droits. Alors si j'en reviens donc à la partie qui concerne les traditions juridiques, j'ai dit tout à l'heure que le droit est une génération sociale. Le droit émane d'un corps social. Le droit est un construit social. Le droit n'est pas désincarné. Le droit ne vient pas se plaquer à un corps social sans que ce corps social-là ait empli cette règle-là de son imaginaire. Avant, c'était de la mythologie tout simplement qui permettait de donner une certaine obligatorité en un certain nombre de choses. Et après, on a affiné ça, notamment par le travail des juristes consultes. Et c'est d'ailleurs là, il faut le préciser, le sens de jurisprudence a changé dans le temps. Avant, la jurisprudence, c'était la doctrine, et maintenant, c'est devenu un peu la pratique judiciaire. Il y a donc des traditions juridiques différentes. Parce que simplement, il y a des traditions sociales différentes. Les sociétés ne sont pas réductibles les unes aux autres. Et comme le droit est une génération sociale qui est l'ipséité de la société à laquelle elle appartient, chaque société, donc, parce qu'elle est différente d'une autre société, génère un système de règles. Mais on peut retrouver des lignes de force qui font que dans toutes les sociétés, il y a une règle qui organise des rapports sociaux, c'est ce qu'on appelle le droit. Maintenant, le contenu peut être changeant. Le contenu peut être changeant, l'effectivité peut être changeante, l'efficience peut être changeante. Je suis en train de réfléchir sur une problématique, la mutation un peu de la propriété, et on tombe dans ça, notamment la propriété foncière. Il y a en 1912, le doyen Deben a fait un travail sur le droit foncier en Afrique. Et dans ce travail-là, il a rappelé une assertion une affirmation, enfin une déclaration d'un sage ghanéen, ghanéen ou béninois, je ne suis plus très précis sur l'origine. Et ce sage-là disait que sur le droit foncier, il dit que le droit foncier, le droit à la terre, est un droit qui appartient à quelques vivants, qui appartient à beaucoup de morts, à quelques vivants et à d'innombrables personnes à naître, qui fait donc que le droit de propriété envisagé en contrée africaine, tout au moins à y croire à la déclaration de ce sage-là, le droit de propriété n'est pas le même droit de propriété qu'on a dans les civilisations romano-germaniques qui sont cristallisées au travers de l'article 544 du Code civil qui définit le droit de propriété comme étant le droit de jouir de la chose de la façon la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage qui soit prohibé par les lois ou les règlements. Donc, si on rapporte ça à des données africaines et à une problématique foncière, on voit que la propriété en Afrique n'est pas une propriété exclusive, n'est pas une propriété qui évince l'autre. On est dans des propriétés alternatives ou parfois dans des propriétés simultanées ou même dans des propriétés, dans des absences de propriété, dans la propriété. Ça, la notion de propriété peut devenir, dans des milieux africains, en tout cas en ce qui concerne la terre, ça peut devenir quelque chose d'un peu bizarre, se déclarer propriétaire de quelque chose dont tout à l'heure le vieux disait que ça appartient à des morts, à quelques vivants, également à d'innombrables générations à venir. Donc, si cette propriété est aussi distribuée dans le temps, se l'approprier en tant que personne individuelle et évincer
la communauté de cette propriété-là est quelque chose qui est antinomique en réalité dans ces contraintes. Ça, c'est un des premiers aspects qui fait donc que lorsqu'on parle de droits fondamentaux et de libertés fondamentales, il faut toujours les envisager dans un cadre social bien précis. Parce que lorsqu'on a commencé à universaliser ces notions-là, à vouloir asseoir une l'égalité, en tout cas, une contenance notionnelle du droit que toute la planète devait avoir en partage, on a assisté à de l'hégémonie. Le rêve, disons, la promesse de l'universalisme juridique s'est traduite par une hégémonie de certaines parties du monde. Parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 48, la Déclaration universelle de 1789, ce ne sont pas des déclarations neutres. Ce sont des déclarations qui portaient une idéologie. En 1789, il y avait une idéologie qui était enceinte dans la déclaration. Pour preuve, quand Olympe de Gouges a fait sa déclaration en 1789, elle a été décapitée. Donc, la première idéologie qui ressortissait était que c'était une déclaration masculine, qui, en tout cas, phallocrate, on peut dire. Première chose. La deuxième chose, cette déclaration a été rédigée sous la dictée de la bourgeoisie, mais également, on va dire, d'une certaine franc-maçonnerie, et ça portait un peu les idéologies d'une classe qui était en train de monter et qui voulait capter toute une domination. Ça également, c'est des choses qu'il faut comprendre. Et donc, la promesse d'universalisme qui était en réalité ce que disait Senghor, un rendez-vous du donner ou du recevoir, où il y avait des règles communes et des possibilités aménagées d'hybridation, en tout cas de cohabitation d'un certain nombre de règles dans certaines contrées, cette promesse-là a été trahie par les idéologies qui ont été au fondement de ces grandes déclarations, et on le voit également dans beaucoup de choses. Ça, c'est également un deuxième élément. Il y a, il y a également à distinguer, quand on parle de droits fondamentaux et de libertés fondamentales, c'est des choses différentes. Un droit fondamental est un droit qui est consacré dans une constitution ou dans un texte supranational et qui a pour juge le juge constitutionnel. Alors qu'un droit, une liberté fondamentale est consacrée par des lois, donc infraconstitutionnelles, et qui a comme juge le juge administratif ou le juge civil. Mais il peut y avoir aujourd'hui un certain nombre de recoupements lorsqu'on décide de faire une classification au travers d'un diptyque entre droit substantiel et droit non substantiel. On retrouve un certain nombre de chevauchements. Et là également, il faut faire une autre distinction à la faveur des travaux du doyen Favoreux entre les droits A, les droits 2 et les droits de défense, les droits A, c'est généralement les libertés, c'est-à-dire les droits qu'on a. C'est des droits, les droits A, lorsqu'on les rencontre dans les droits à la santé, droits à l'emploi, etc., c'est des droits déclaratoires. C'est pas des droits 2. Les droits 2, ce sont des droits créances qui sont invocables directement devant un juge et on peut les mettre en œuvre. Alors que les droits A, ce sont des droits, c'est des déclarations de principe, c'est des droits déclaratoires. Comme on dit, le droit à l'emploi, déclarer dans une constitution qu'on a le droit à l'emploi, ne donne pas à n'importe qui le droit d'aller s'installer dans une entreprise et dire que je travaille. Donc c'est un peu des droits. Sauf que la conception révolutionnaire, justement, dès lors que les droits sont affirmés, dans la conception révolutionnaire, ces droits sont accessibles, y compris par la force. Oui. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, les droits qui sont accessibles dans la Constitution, c'est les droits de. C'est-à-dire les droits de. Et également, il y a d'autres types de droits, on va dire les droits d'expression. Il y a des droits d'expression, les droits à l'information, les nouveaux. Donc, cette distinction fondamentale qui résulte également des travaux du droit favorable, c'est ça. Mais moi, le sujet, il m'intéresse à énormément de titres. Vous m'avez donné la mauvaise place d'être dans la phase d'introduction, donc c'est un peu des généralités qu'on peut... Mais on va se questionner tout à l'heure. On va d'autant plus se questionner, d'ailleurs, Ibrahim, que tu es d'accord avec moi que ce qui aujourd'hui est déroutant, c'est que ces droits, malgré leur affirmation implacable,
ne sont toujours pas accessibles, justement, y compris aux moyens de la justice. Un exemple simple aujourd'hui, la rupture de la conjugalité est appréhendée par les juges judiciaires africains, en tout cas francophones, et c'est cette expérience que j'ai, qu'à minima. Alors, est-ce que c'est dû au fait aujourd'hui que les juges, en majeure partie, sont des hommes, qu'ils ont du mal à accorder une indemnité relativement conséquente, qui soit d'ailleurs la part véritable de réparation du préjudice, lorsqu'il y a une rupture de conjugalité? Tout comme aujourd'hui, les indemnisations au plan civil, par exemple. Vous prenez tout le droit d'accès à la justice, notamment pour des gens qui aujourd'hui peuvent se prévaloir d'un préjudice civil. Et la réparation de ce préjudice civil aujourd'hui, dans un contexte africain qui est régi par exemple par le code CIMA, le code qui régit cela, les bases d'indemnisation sont relativement faibles parce que simplement, encore une fois, le critère qui permet d'indemniser est le même critère qui est pris ailleurs, mais qui n'est pas tout à fait à même de pouvoir véritablement donner la meilleure base d'indemnisation à ce niveau. À quoi ça sert aujourd'hui d'affirmer le droit à l'éducation, le droit à la santé, quand on n'est pas capable, par exemple, de fournir un centre de santé, quand on n'est pas capable de fournir les soins de base, quand on n'est pas capable de fournir, par exemple, l'éducation de base? Oui, alors, deux choses, en réponse, trois choses. La première chose, c'est un peu dû à, disons, au caractère contraint des ressources de nos États qui font que, bon, un pays comme le Sénégal, il y a 500 juges, quoi. Et puis, bon, également, les lois sont parfois inaccessibles dans la langue dans laquelle ils ont été écrites. Mais ma critique fondamentale autour de votre question, c'est lié à deux autres choses. La première chose est que le droit n'est pas le seul ordre normatif d'un corps social. Le corps social n'est pas régi que par un ordre normatif. Il y a d'autres ordres normatifs qui concourent à poser un ordre dans le corps social. L'ordre religieux, l'ordre traditionnel, l'ordre moral, ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, les personnes se décentrent parfois. Il y a une sorte d'évitement du juge et un décentrage de la personne vis-à-vis du fait juridique pour régler leurs problèmes ailleurs que devant les prétoires, en dehors de la sphère de l'égalité. Et là, le doyen Carbonnier parlait de l'hypothèse du non-droit, définissant le non-droit comme étant le retrait ou la retraite du droit d'une situation que le droit avait vocation à appliquer. Mais ce retrait ou cette retraite-là, c'est regardé d'un point de vue juridique, d'un point de vue de juriste, qu'on peut le penser comme ça. On peut également voir que ce retrait-là n'est pas un retrait du droit, mais le droit est mis en retrait par le fait que les gens aillent se gouverner par d'autres normatifs. Et là, il y a les théories de Mireille Delmas-Marty qui sont très intéressantes. Mireille Delmas-Marty, en analysant le phénomène criminel, dit que lorsqu'il y a un écart par rapport à la norme, deux situations sont possibles. On peut s'écarter de la norme par un acte, on est dans le cas de la délinquance. On peut s'écarter de la norme par rapport à un état, c'est le cas de la déviance. Dans tous les cas, il y a une réponse, et deux types de réponses. Il y a une réponse étatique et une réponse sociétale. Dans la réponse étatique, c'est le principe du droit pénal. C'est un acte prohibé et après une tarification pénale. Mais il y a d'autres types de réponses que la dame prévoit, paix à son âme. Delmas Marty parle de réponses autogestionnaires. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes internes à la société de règlement de certains phénomènes qui sont des phénomènes criminels et qui sont dans des angles morts de la règle de droit. Prenons par exemple, elle a parlé du cas de la déviance, la folie ou la mendicité, pas ces exemples-là. Les personnes sont dans des états qui les mettent un peu en écart par rapport à la normalité d'un point de vue juridique, ou d'un point de vue sociologique, ou de la normativité d'un point de vue juridique. Dans tous les cas, ces personnes-là sont en dehors des clous, si on veut être un peu plus trivial. Comment on répond? La réponse est une réponse autogestionnaire. La société prend en charge un certain nombre de choses. Au Sénégal, il y a un phénomène qu'on appelle le lahan. Je sais pas, bon, il n'y a pas beaucoup de Sénégalais ici, mais bon, comprenez. Le lahan, c'est lorsque un garçon enceinte une fille. Alors, lorsque le garçon enceinte une fille en dehors du mariage, la famille de la femme va nuitamment, généralement, aller voir la famille du garçon
pour voilà, dire voilà, il s'est passé ceci, ceci, comment on le gère? Comment on le gère? Ça, c'est une réponse sociétale à un phénomène. Parce que la société n'acceptait pas, en tout cas au temps où ces institutions étaient mises en place, n'acceptait pas que la naissance puisse advenir en dehors du cadre conjugal. En dehors d'une conjugalité, la naissance était quelque chose de réprouvé. L'après-vous, Lascaux et Poncelat disaient qu'une société organise sa mise en ordre par un double mouvement, d'une part d'approbation de certaines valeurs, d'autre part de réprobation de leur envers. Et donc, dans l'organisation de certaines sociétés traditionnelles, en tout cas celle que je connais qui est la société sénégalaise, il y avait une réprobation de cet acte-là. Mais un acte réprouvé, c'est en droit, c'est une infraction. Une infraction, c'est un comportement prohibé. C'est quelque chose qui est interdit. Commettre une infraction, c'est franchir un interdit. Donc, si une société traditionnelle réprouve un acte et qu'on le commette, il y a un franchissement d'un interdit social, et que cet interdit social-là, il faut une réponse. Et la réponse, on l'a trouvée dans ces mécanismes-là qu'on peut appeler C'est exactement la notion de droit naturel aussi. On sait bien. Oui, mais la notion de droit naturel, la notion de droit naturel, quand on l'oppose à la notion de droit positif, il y a derrière un jugement de valeur. La question du droit naturel, c'est qu'il y a derrière toute règle de droit un fond axiologique, et la règle de droit n'a de titre de créance à être appliquée que du jour où cette règle est en conformité avec la valeur qui doit la sous-tendre. Lorsque la valeur-là est contredite par la règle de droit, il est du devoir de chacun. D'ailleurs, la Constitution française de 1793 disait exactement ça. Disait que lorsque un pouvoir était de respecter plus, les peuples étaient en droit de se... Donc, lorsqu'il y a une distorsion, lorsqu'il y a une rencontre combative entre le fond axiologique, c'est-à-dire la valeur qui est le point de soutènement de la règle de droit, et l'application de la règle de droit, là, le droit naturel postule à une inapplication par volontaire de la règle. Or, la règle dans le système positif qu'on a hérité, il y a ce problème-là. Vous avez raison d'évoquer le droit naturel Non, parce que... je pense que parce qu'en fait, Ashta avait levé la main, je me doutais qu'elle était plutôt dans cette perspective de droit naturel parce que elle a failli. Ashta, Oui, maître. vous avez levé la main tout à l'heure. C'était en réaction de ce que disait Ibrahima en rapport avec le droit naturel. Bon, maître, je ne sais pas si Monsieur Ibrahima a terminé, mais c'est pas que seulement par rapport à la notion de droit naturel, mais je voulais un peu reprendre d'autres points aussi, donc Oui, je souhaiterais allez-y bien alors. qu'il finisse. Je peux? Allez-y, et puis Ibrahima va conclure après, et puis après on reviendra au space. D'accord, merci beaucoup, maître, et merci à Monsieur Ibrahima, c'était très intéressant à suivre. J'ai juste quelques remarques, en fait, en même temps que je vous écoutais parler. Par exemple, sur le point, j'espère que j'ai pas mal compris, mais d'après ce que j'ai compris, ce que vous avez dit, le système juridique, en tout cas le droit, d'une manière générale, vous l'avez rappelé, que c'est, et je dis normalement, issu de la volonté de la société. Et le droit est censé refléter une société donnée. Moi, je suis tchadienne et c'est pas le cas. Par exemple, chez nous au Tchad, je l'ai dit plusieurs fois dans les spaces de débat de cité, on a par exemple notre code civil que nous utilisons actuellement au Tchad, qui est le code civil de la France de 1958, dans sa version de 1958. Donc, ce que je me dis, c'est que parfois les certaines considérations dans nos pays sont parfois de l'ordre de la théorie. Parce que dans l'absolu, un système juridique reflète la société dans laquelle il s'applique. Alors que vraiment, c'est un code civil de la France de 1958 et on l'utilise, mais je ne pense pas que ça reflète la volonté. Oui, de 1804 plutôt. De 58, Non, dans sa c'est plus version de récent. 58, et la version de 58 renvoie au code napoléonien de 1804. Donc, pardon? Oui, d'accord. Sauf que le code Donc, je dis juste que vraiment,
vous avez raison sur le principe, mais par exemple, moi, de ce que je connais, pour le Tchad, cela n'est pas vrai. La deuxième chose, vous avez parlé de l'universalité des droits de l'homme et vous avez dit que cela, si on accepte cette universalité-là, ça entraîne une hégémonie. Et ma question, c'est que est-ce que cela n'est pas positif d'avoir cette universalité-là de certains droits? Parce que, par exemple, le droit à la vie, je me demande, est-ce que cela n'est pas positif parce que ça permettrait dans certains cas d'avoir accès à des mécanismes de protection, et par exemple, si je sais pas, un ressortissant d'un État donné n'arrive pas à avoir l'effectivité de la protection de ce droit fondamental-là, le fait qu'on ait cette universalité-là, ça lui permettrait d'avoir en théorie accès à des par exemple, je sais pas, la Commission des droits de l'homme des Nations unies ou d'autres mécanismes de protection. Donc ça, c'est une réflexion que je me suis faite et enfin, le dernier point, c'est un constat personnel, que ce que vous avez dit m'a mis à fait penser également. C'est que, par exemple, on a et là encore, je prends mon exemple, j'ai de conseillère constitutionnelle, au Tchad et mon constat, c'est que parfois dans des circonstances que bon, moi, par exemple, j'ai eu, à vivre, les droits fondamentaux et cetera, c'est vraiment des considérations secondaires. Quand on met dans nos constitutions, on affirme des droits fondamentaux et cetera, comme je pense que, vous le savez aussi, parfois on change nos constitutions dans beaucoup de pays en Afrique, pour des raisons électorales, pour des considérations de changement de l'âge, changement du nombre de mandats, que dans du président, changement des régimes et cetera. Donc pour moi, mon sentiment, c'est que les droits fondamentaux qui sont, heu, comment dire? Protégés, qui sont annoncés dans ces constitutions, très souvent on reprend des mots comme ça qu'on met sans pour autant vraiment leur prêter une grande attention et ça, c'est mon sentiment. Donc je sais pas ce que vous en pensez, monsieur Ibrahima. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, trois choses, trois questions. Je vais essayer d'aller rapidement pour que les autres puissent prendre la parole. Sur la première question, la première remarque était liée. Oui, non, il faut distinguer. Quand vous dites que oui, le droit que vous vivez n'est pas exactement une génération de la société, il faut distinguer dans ce que je dis le normatif et le positif. Le normatif, c'est ce qui devrait être. Le positif, c'est ce qui est. Et il y a toujours un départ. Il est vrai que nous, les anciennes colonies françaises, nous avons repris euh, pour une large part les droits euh, issus de la codification napoléonienne, les codifications napoléoniennes, la codification de 1804 sur le code civil, 1806 sur le code pénal, 1807 sur le code de procédure pénale, ainsi de suite. Nous avons repris ça en y ajoutant un certain nombre de touches. On a parlé de pluralisme juridique en voulant faire coexister deux systèmes. Notamment en droit foncier, il y a le système légal, le système coutumier, en droit des personnes, en droit de la famille, le statut personnel, il y a également les enjeux de modernité. Lorsque je me rappelle des options de codification en 1960, entre 1962 et 1972 sur le code de la famille, on a parlé de ça. Il fallait un peu de garder quelque chose de traditionnel, garder quelque chose de religieux et mettre également de la modernité. Il y a eu tous ces enjeux-là et il y a des arbitrages qui font que on est dans des sortes, en Afrique, dans des sortes de syncrétisme juridique qui font se superposer plusieurs strates de droit et on voit parfois du droit coutumier, du droit religieux et du droit moderne. On le voit par exemple dans le code de la famille sénégalais, on a un droit coutumier religieux, c'est tout ce qui est mariage, par exemple la polygamie par exemple, c'est quelque chose de traditionnel, religieux. On a beaucoup de choses. On a tout le droit de la succession, on a tout un pan du droit de la succession sénégalaise qui est un droit musulman. Voilà. Donc, moi, je dis que ce qui devrait être, c'est que le droit doit être une photographie de la société, en tout cas une génération du corps social, mais lorsque les modes de codification se sont faits
par des emprunts ou bien par des plaquages, par nécessité, il y a ce divorce-là. Première chose. La deuxième chose, c'était le deuxième point que vous évoquiez, c'était l'universalisme. Oui, on dit la même chose. Moi, je dis que la, la promesse était de l'universalisme, mais le résultat, c'est devenu de l'hégémonie. Il y a certaines pensées juridiques qui se sont imposées un peu à l'échelle mondiale et en se voilant de la figure de l'universalisme, alors que c'était de l'hégémonie. Maintenant, ce que vous dites est à peu près impossible à réaliser parce qu'on n'a tout simplement pas un gouvernement mondial. On n'a pas de gouvernement mondial qui puisse rendre effectif l'ensemble de ces droits. On a énormément de juges au plan international. Le droit international est fait d'une myriade de juges. Or, Laurence Bois disait que le critère du juridique, c'est le juge. Une règle de droit, une règle est juridique dès l'instant qu'il y a un personnage qu'on appelle le juge qui est en capacité de le traiter lorsqu'il y a contravention à cette règle-là. Ce n'est pas l'obligatoriété de la règle qui fait la juridicité de la règle, parce qu'il y a des règles de droit qui ne sont pas obligatoires. Donc, le critère de la juridicité, c'est l'existence du juge. Or, sur le plan international, on a une floraison de justice partielle et partielle qui fait qu'il y a avec quand même une forte tendance à la spécialisation du juge, notamment en tout ce qui concerne les droits de l'homme, les libertés fondamentales aujourd'hui. La tendance est véritablement vers la spécialisation. Nous avons des justices communautaires des droits de l'homme aujourd'hui, notamment en Afrique. La Cour africaine des droits de l'homme, la Cour de justice de la CEDEAO sont des institutions judiciaires aujourd'hui. Oui, mais qui posent un gros problème d'internormativité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de conflits de normativité. Oui, mais qui ont déjà un avantage absolu, c'est qu'on ne peut pas les saisir en concomitance. Donc, il n'y a pas de risque de contrariété de jurisprudence. Et deuxièmement, on regarde aujourd'hui le champ de compétences de chacune des juridictions. Il y a beaucoup d'efforts à faire encore, mais là, visiblement, la question de la spécialisation est une des réponses justement à la question que tu es en train de poser. Alors, Ibrahima, oui. on va te garder. Oui, gardez-moi, je vais descendre. Non, je te garde. Je vais donner donc dans l'ordre la parole à Maman, à Tierno, à Amadou et à François. Donc, Maman a la parole. Bonsoir maître, bonsoir tout le monde. Donc, moi, je suis monté juste pour poser une question. De plus en plus, j'entends beaucoup de gens dire que les droits de l'homme, c'est quelque chose qui est de presque imposé à notre pays. Et pourtant, quand je regarde un peu les déclarations, je vois le droit d'avoir sa religion, le droit de la pensée. Et quand je discute avec les gens, j'ai dit parmi ces droits, lesquels vous récusez, j'arrive pas à trouver des réponses. Mais globalement, j'entends de plus en plus une accusation qui dit que c'est une imposition qui est faite à nous. Et quelle est la réponse, voilà, à partir de ces points? Ma question est surtout à Ibrahima, parce que je l'avais entendu développer dans ce sens. Merci. Très bien, Maman. Ibrahima prendra la parole et il vous répondra. La parole est à Tierno. Donc, Maman, je vais vous descendre pour que les autres puissent monter. Tierno a la parole. Tierno. Oui, je suis là, je suis en train d'écrire. Bonsoir, merci, j'espère que vous m'entendez. Et moi, j'avais deux questions. Je sais pas si je vais intervenir ou je vais les balancer direct. La première, c'est que souvent, quand on parle de droits de l'homme, et je le pose à Ibrahim, notamment quand il fait le rapport, par exemple, avec le droit de la nature, c'est que quel est le rapport? Et c'est là où en fait, j'attendais les interventions quand on dit droit de l'homme, qu'est-ce qui relève fondamentalement, en fait, du fait par exemple, qu'on questionne du bien-être, non pas de par des textes ou en fait un rapport immatériel, c'est du fait qu'on dit à la personne que, par exemple, tu as un droit de naître, tu as un droit de vivre, tu as un droit d'existence, tu as un droit, en fait, de ne pas être stigmatisé, qu'il y a un droit d'égalité entre hommes et femmes. Mais quel est le rapport sur le droit de l'homme qui donne à cet homme-là un bien-être matériel? Et c'est là où, par exemple, je voulais que Ibrahim aille jusqu'au bout de l'intervention par rapport au droit de la nature. Et quand je parle de possession, c'était encore plus intéressant quand il dit qu'il entame des réflexions aujourd'hui sur la question du droit par rapport du droit par rapport au foncier. Je sais pas, c'est comme ça qu'il l'a dit, je pense bien.
Moi, c'est ce rapport-là que j'aimerais entendre parce que il existe ce droit-là très souvent dont on parle du droit de l'homme. Et moi, ce que je constate, je peux me tromper, pour moi, c'est un rapport très immatériel de l'homme. Ben, c'est intéressant parce que ça engage sa condition de vivre, qui n'est pas que matériel, mais qui est aussi immatériel. Maintenant, qu'est-ce que ce droit-là, ce droit de l'homme, donne aussi à cet individu sur la question de son appartenance naturelle, foncière, pour qu'il puisse exister, notamment sur la question des terres que je disais tout à l'heure, foncières, comme le disait tout à l'heure Ibrahim. Et c'était dans le sens que je l'écoutais pour qu'il aille plus jusqu'au bout et me faire le rapport par rapport à ce droit de l'homme-là. S'il pourra peut-être me répondre sur cette question-là, mais surtout me faire le lien ou un pont entre l'existence de l'être humain en tant que tel par rapport à ce droit de l'homme dont on parle, et du qu'est-ce qui fait cette valeur immatérielle, mais aussi tant matérielle, surtout rapportée à des notions telles que, comme tu l'as dit tout à l'heure, enfin, par rapport à un rapport foncier, mais surtout par rapport à un rapport naturel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on parle de droits de l'homme, c'est généralement des attributs, si je peux le dire comme ça, qui ont été acquis par moyen de lutte ou par moyen de révolution, mais aussi que, ou par que certains groupes ont pu donner ou ont pu juger être nécessaires. Doyen euh, euh, MKO, je sais. Doyen, j'ai oublié ton nom. Faisait tout à l'heure le rapport avec la charte de Kouroukanfouga, qui était une charte fondamentale, qui avait fait ce lien-là, notamment sur l'existence d'êtres humains. Ça, c'est une chose. Moi, je la considère et j'accepte. Maintenant, ce que je pose, c'est que sur cette question aussi du droit de l'homme, quel est par exemple le lien qu'on pourrait faire pour autant donner à cet individu-là non pas le droit, c'est-à-dire d'avoir une appartenance ou un engagement, que ce soit politique ou social, mais d'avoir en fait un acquis, une acquisition. Enfin, je ne sais pas comment vous, les juges, pouvez l'interpréter, mais c'est comme si, par exemple, on disait à cet individu-là, quand tu vis dans telle société, par exemple, je prends comme exemple la société sénégalaise, et qu'on constate, par exemple, qu'il y a eu, ou bien qu'il y a, par exemple, des détournements de deniers publics, des choses qui appartiennent à toute une communauté. Quel est le rapport, par exemple, que ce droit de l'homme-là, dont on questionne, donne en termes de moyens, d'acquis, autant politique comme social, à cet homme-là, à cet individu qui appartient à cette société, de pouvoir agir en toute légalité, mais aussi en tout droit, sans que, en fait, qu'on puisse le poursuivre de quelle que soit, en fait, quelle que soit la nature de la sanction. Ça s'appelle le droit d'action. Voilà. Maintenant, merci de m'avoir Ça dit s'appelle ça. le droit d'action. Ça, j'ai bien compris cette deuxième question. Mais si vous pouvez revenir sur la première question que j'ai pas compris, je vous explique pourquoi j'ai pas compris. Vous avez tendance à dire que les droits de l'homme en tant que tels, leur affirmation ou leur proclamation doit être source de bonheur pour l'individu en ce qui peut lui procurer quelque chose de matériel, c'est ça? Oui, tout à fait. Maintenant, ce droit matériel-là, enfin, je voudrais pas qu'on l'aperçoive comme quelque chose, en fait, euh, qui relève des biens du développement. Et c'est pourquoi je précise en disant que l'intervention d'Ibrahim me paraît assez intéressante lorsqu'il fait le lien, par exemple, avec le droit foncier. C'est ces exemples-là qui me parlent. C'est quel est le rapport, par exemple? Donc, par exemple, quand on Oui. dit d'un individu qui est né sur un espace territorial villageois au Sénégal, la simple naissance fait que quelque part, il peut être considéré comme étant le propriétaire des terres de ses ancêtres. Exactement. Ça, du coup, le droit de propriété et toute la protection du droit de propriété doivent être pour cet individu, le long de sa vie, une source d'enrichissement matériel. Tout à fait. Je pense qu'Ibrahim a compris. Le droit d'action, j'ai compris la deuxième partie. La première partie, je vais la laisser donc à Ibrahima. Est-ce que vous avez fini, Tierno? Vous avez une troisième question? Ouais, non, c'était les deux. Bon, restez là pour qu'on puisse avoir un échange sur ce point. La parole est à Amadou Mbaye.
Bonjour maître, bonjour tout le monde. Peut-être que je risque de me tromper puisque plus 7 plus 8, je suis à 15h11. Et bon après-midi ou bonne soirée pour certains. Et écoutez, mon intervention, au risque de heurter certaines sensibilités, ne sera pas par rapport aux droits tels que le définissent nos constitutions, lois et règlements, ou d'une manière empirique, d'une manière large, d'une manière universitaire, voire de ces sources de droit que ça tente sur le point, aux côtés de l'organe législatif, exécutif, voire même du simple citoyen, du droit social, quand le droit puise ses sources du côté social, du côté populaire. Mais je voudrais que mon intervention soit axée sur des événements factuels, que ce soit dans le passé comme dans le présent. Et je vais y aller d'une manière disparate à l'international pour revenir en Afrique ou dans d'autres pays. Pensez-vous que d'une manière internationale, les droits de l'homme sont respectés? L'humain, proprement dit, qu'adviendrait-il si entre 2000 et 2014, si je ne me trompe pas, 20 000 Africains au sud du Sahara sont morts dans le canal de Gibraltar? Qu'adviendrait-il à l'Organisation des Nations Unies si c'était des Américains, des Français, ou un des pays de l'Union européenne ou asiatique, d'une grande puissance? L'ONU serait en train de trembler. Est-ce que les gens, les puissances qui ont créé, après la Seconde Guerre mondiale, la Société des Nations, qui ont créé la Charte fondamentale des droits de l'homme, de quel homme parlait-il? Parlait-il de l'homme avec grand H, inclus l'arabo-berbère et le noir, qui n'ont pas été parmi les premiers éléments de la Société des Nations? Est-ce qu'ils étaient conclus? Est-ce que ces hommes, ces groupes ethniques étaient conclus dans l'homme? Qu'est-ce qu'on reprochait à Hitler? Est-ce que Hitler, entrant comment dirais-je ça? Oh mon Dieu, j'oublie le nom, en Pologne, et poussant Mussolini d'Italie à être à ses côtés, s'il faisait ses actions en Afrique, est-ce que ces grandes puissances se dresseraient contre Hitler? D'une manière particulière, à Ukraine, où il y avait des Noirs qui étaient empêchés de quitter l'Ukraine pour aller dans leur pays. Est-ce que ces hommes-là, ces Africains-là, ont les mêmes droits que les Ukrainiens qu'on devait protéger pendant que les Africains étaient empêchés d'entrer dans les trains d'Ukraine pour sortir de l'Ukraine avant-guerre? Est-ce que les grandes puissances qui se proclament, qui font la guerre au nom de la démocratie, nous ne sommes pas, entre parenthèses, de la démocratie et des droits de l'homme, qui imposent une réelle politique en Afrique, est-ce que ces droits de l'homme sont respectés chez eux? Et par dérivation, on impose à certains pays africains une démocratie électorale au nom des droits de l'homme et des citoyens de leur pays, alors que qu'est-ce que vit la France actuellement? Est-ce que leurs citoyens sont respectés en fonction de cette démocratie et des droits de l'homme? Et par dérivation, s'il vous plaît, laissez-nous, ne me coupez pas. Est-ce que, d'une manière générale, si la démocratie, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, est émanant de ces droits de l'homme dont nous parlons actuellement, si la démocratie émane de ça, ou et vice-versa, de quel homme parle-t-on? De quel homme parle-t-on de ces droits? Est-ce que les pays, dans les droits de l'homme, sont-ils obligés d'être des pâles copies de ces grandes puissances dans les droits de l'homme? Je donne un exemple simple, un exemple basique, qui ignore que dans les pays africains, il y a toujours eu, depuis des temps mémoriaux, des homosexuels. Et
force est de reconnaître, Oui, oui. même si je ne lâche pas, laissez-moi terminer s'il vous plaît, maître. Si je ne lâche pas le mot, Mbaye. Style oui, oui, oui. MHR, si vous ouvrez votre micro encore, je vais vous descendre. Ça fait la 3e fois. Allez-y, Mbaye. Ok. Est-ce que dans nos pays africains, depuis des temps immémoriaux, il a toujours existé des homosexuels qui sont connus, mais qui ne s'imposaient pas, qui respectaient, les homosexuels eux-mêmes respectaient le droit à la différence et qui se savaient minoritaires et que les gens les connaissaient bien et qu'ils étaient à côté, comme au Sénégal. Je suis né à Saint-Louis du Sénégal, au Sénégal d'une manière globale, en Afrique d'une manière globale, qui étaient auprès des femmes efféminées, qui n'étaient pas des femmes, et que ces grandes puissances, au nom des droits de l'homme, vont nous imposer la dictature des minorités. De quel homme parlons-nous? Dans nos pays d'abord, pour ne pas jeter la pierre aux grandes puissances, au Tchad, ma deuxième patrie, est-ce que le Toubou est égal au Gouran? Est-ce que le Gouran est égal au Wedei? Dans mon Sénégal, est-ce que la classification des races, suivant la classification des citoyens, suivant depuis des temps immémoriaux, suivant le travail, le forgeron, le griot, qui était actuellement homme de médias, est-il égal aux personnes qui se disaient issus de rois? Est-ce que c'est un roi? De quelle manière ils étaient rois? Ils étaient plus sanguinaires que les autres, ils s'imposaient, craint de tout le monde et qu'on devienne roi. Et cette cruauté devait aller dans sa descendance de tous les temps. Et je le dis jusqu'à présent, de nos jours, il y a certains qui se réclament encore de la royauté parce que les Français ont inversé la tendance. Ils ont pris la cour pour les amener, pour leur faire des études, école des enfants d'otages, et qui reviennent pour inverser le tissu social. De quel homme parlons-nous, les gars? Devons-nous, pays par pays, voir les droits de l'homme? Devons-nous les voir au cours d'une manière africaine et dans toute leur diversité et dans l'interprétation de ces droits? Et je remercie Maître de nous placer la charte de Koronkonfuga et la charte de Torodo qui sont antérieures à ces constitutions. De quel homme parlons-nous? Je suis désolé, je suis allé d'une manière disparate. Merci. C'est tout juste une problématique. Je vous remercie. On a bien compris. Merci beaucoup, Mbaye. Merci d'être venu là. Je donne la parole à François d'Assise Oulaye. Ok. Bonsoir, Maître, et bonsoir à tous les panélistes et à toutes les personnes qui nous écoutent. En fait, je me pose aussi la même question et je pose la question. De quel homme parle-t-on quand on parle des droits de l'homme? Moi, je pense que des personnes qui ont rédigé le code noir, qui ont pratiqué la ségrégation raciale, l'esclavage, la colonisation, la barbarie même, la violence sur tous les peuples, ne peut pas venir en Afrique aujourd'hui ou même ailleurs nous parler des droits de l'homme. Encore que l'Afrique même n'était pas exclue du droit de l'homme, l'Afrique n'était pas ignorante du droit de l'homme. Nous, ce qu'on nous a appris quand nous étions à l'école primaire, et même les observations que nous avons faites dans les villages, nos parents, comme pendant même la guerre, lorsqu'ils arrivaient à soumettre un clan ou même une tribu, ces personnes-là, qu'on les déportait, peut-être dans une autre localité qui n'était pas la leur, ces personnes étaient assimilées. Quelquefois, on leur donnait même une portion de terre pour leur subsistance. Seulement, peut-être elles ne pouvaient pas participer à la vie politique de leur nouveau lieu d'habitation. Mais elles vivaient correctement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non, l'Occident ne peut pas nous parler de droits de l'homme. L'Africain aurait dû puiser pour dire non, ou nous parler de droits de l'homme, mais nous, voilà comment nous on vivait notre droit. Aujourd'hui, regardez la Libye. On nous parle de droits de l'homme. On voulait dégager Kadhafi pour imposer peut-être cette histoire de droits de l'homme, démocratie et autres. On pouvait juste extraire uniquement Kadhafi. On n'avait pas besoin même de bombarder une femme qui est quelque part dans un hameau, qui peut-être entendait parler de Kadhafi juste à la radio ou même à la télé, même qui s'en foutait de Kadhafi, qui vivait sa vie normalement. L'Irak, auquel droit de l'homme, on allait défendre les droits de l'homme aujourd'hui. Voilà ce qui est devenu l'Irak.
Il y a quel droit aujourd'hui en Irak où l'Irak est divisé de groupe, chaque façon, on dit quoi, impose sa loi, on désorganise un État, un pays, même prenons même le cas même tout simplement de nos pays. Quand des civils qu'on aime, que les Occidentaux aiment, ou même ils aiment, vont combattre l'État, que l'État riposte, on dit non, vous enfreignez aux droits de l'homme, vous avez tué des civils. Mais quand ces civils se mettent en situation de belligérance et vont attaquer, oui. Il y a Panther Lacustre qui vous dit: je n'ai jamais compris pourquoi les gens essaient d'invalider l'universalité des droits de l'homme en montrant que ces droits sont violés par les grandes puissances. Ils ont violé ces droits, mais ça ne rend pas ces droits civils. Il faut plutôt nous dire le droit qui vous dérange. Normalement, le droit qui me dérange, on me parle de le droit d'un chose, universalité des droits de l'homme. C'est ça qui me dérange. Non, on a dit au début du space, et on l'a bien précisé, que si d'aucuns affirment l'universalité des droits de l'homme, que cette universalité n'est pas sans disparité au regard des contrées d'une part, au regard des situations spécifiques. Et Ashta est intervenu pour relativiser le caractère universel des droits. Par exemple, on a dit qu'il y a des sociétés, il y a des communautés africaines qui reconnaissent, par exemple, la polygamie. Même si ce n'est pas constitutif d'un droit en tant que tel, c'est une pratique que nous rencontrons dans le cadre de nos options matrimoniales. Quand on transpose ça dans d'autres sociétés, c'est considéré comme étant quelque chose d'impossible et d'inhumain. En même temps, quand on voit aujourd'hui, au nom de la liberté de l'orientation sexuelle, un homme devient une femme devient un homme et un homme se marient, une femme et une femme se marient, ça peut nous heurter, d'où le caractère relatif de l'universalité des droits en tant que tel. Donc, ce qui a été dit n'est pas différent de ce que vous êtes en train de dire. Oui, bon, en fait, quand je dis que le droit n'est pas, pour moi, n'est pas universel, d'abord, c'est dans l'applicabilité. Nous, aujourd'hui, l'Occident trouve que un Africain peut pas aller en Occident et vouloir épouser deux femmes. On trouve que cela, ce n'est pas correct. Vaut mieux se ramener avec ces deux femmes d'Afrique plutôt que d'aller épouser deux femmes là-bas. Voilà. Mais par contre, l'Occident vient en Afrique et lui dit non que permettez que accepter des pères d'hommes et des pères de femmes qui traversent. Alors, les pères d'hommes, c'est quoi les pères d'hommes? Des pères d'hommes. Ce qu'ils appellent les coups, ce sont des pères. Oui, le double homme et homme, quoi. Homme et homme. Oui, ce sont des pères, ce ne sont pas des couples. On ne peut pas parler de couple là. Ce sont des pères d'hommes et des pères de femmes. Oui. Voilà pour nous dire que ceux-là accepter, et puis on parle de droit universel aussi, qu'ils acceptent pour nous, là, on pense que c'est universel, parce que ce qui se passe en Occident, si ça se passe en Afrique, là, on peut dire c'est universel, c'est une forme de uniformité, mais quand c'est à sens unique, ce n'est pas universel. Vaut mieux qu'on conçoive le caractère relatif des droits de l'homme, et par contre, on a dit qu'il y a des droits de l'homme qui sont essentiels. Le droit à la vie est quelque chose d'essentiel. Le droit à l'intégrité physique est quelque chose d'essentiel. Le droit à la liberté, de manière à ce qu'on ne puisse pas assujettir quelqu'un à l'esclavage pour lui demander de travailler pour soi, sont des droits fondamentaux. Selon que l'on soit n'importe où dans le monde, ça, ce sont des droits au moins que l'on partage. Par la suite, il y a un certain nombre de droits de confort qui sont relatifs. Oui, mais c'est pourquoi je suis parti dans l'histoire de l'Africain. L'Africain, même quand, pendant les guerres, il arrivait à soumettre un peuple, quand on dit à vaincre un peuple, on ne le soumettait pas à un esclavage comme les Occidentaux l'ont fait. J'ai dit, il était intégré même, souvent même, c'était même arrivé même par la force des choses à hériter du trône ou même des biens. On lui donne, voilà, on dit qu'elle avait une certaine protection. On lui permettait c'était même lui donner même une femme à marier, bon, épouse telle fille, pour qu'on puisse faire tout ça. C'est voilà, ça, c'est pas respecter le droit de l'homme. Je pense qu'on a compris. On a compris, vous dites les droits de l'homme ne sont pas universels, en tout cas pour les droits fondamentaux, sans doute oui, mais les droits accessoires ou les droits de confort, non. La parole est à Style MHR, et puis après, on donne la parole à Ibrahima pour qu'il puisse répondre à la série de questions qui lui ont été posées. Style MHR. Style MHR. Style MHR, s'il vous plaît. Bon, il n'est peut-être pas là. Nano
Nano, prenez la parole, s'il vous plaît. Nano Manga, prenez la parole, s'il vous plaît. Bon, aucun des deux n'est là. Ibrahima, sur les questions. Oui, merci, maître. Bon, il y a eu tellement de questions. Alors, je vais donner je vais faire une précision là sur cette histoire d'universalisme et d'hégémonisme. Les droits de l'homme sont généralement définis comme des droits qui sont attachés à la dignité de l'homme. Delmas Marty disait que les droits de l'homme, c'est le processus qui fait passer l'homme à l'humain. Donc, les droits de l'homme sont des droits qui sont attachés à l'humanité en tant que cette humanité a une dignité et qu'elle s'impose d'une évidence telle qu'on ne saurait y contrevenir. C'est cette définition un peu générale et généraliste qu'on a. Alors, maintenant, j'avais énoncé que ces droits, un système de droits est une génération sociale. Le droit émane d'un corps social. Si les corps sociaux se sont organisés de façon différente, il est tout à fait normal qu'on puisse avoir des corpus de règles différents. Il est arrivé un moment où la société humaine mondiale, au sens de l'humain, homme avec H majuscule, a senti le besoin de légiférer, en tout cas de mettre en place un socle minimum que toute personne humaine était en droit de se voir reconnaître pour pouvoir mener une existence normale. Voilà. C'est un peu ça le principe des droits de l'homme. Maintenant, ce principe des droits de l'homme, lorsqu'il a été porté et développé, il y a eu des corpus qui ont été mis en place en 1789. Avant même 1789, il y a eu aux États-Unis des textes qui ont été faits, il y a eu le texte de Karakakouva en Afrique, il y a eu beaucoup de textes. Mais vous le voyez, tous ces textes-là ne sont pas neutres. Une règle de droit n'est pas neutre. Une règle de droit porte toujours une idéologie. Tout à l'heure, on a pointé un certain nombre de choses. Par exemple, on a pris la question de l'homosexualité, même si je ne suis pas très à l'aise avec la question de l'homosexualité, parce qu'en faisant des recherches, on se rend compte que l'homosexualité a été une réalité institutionnelle dans beaucoup de traditions africaines. Mais ça n'est pas le débat. En tout cas, il y a des droits. La conception des droits de l'enfant. Prenons la conception des droits de l'enfant. L'enfant est conçu, enfin, l'enfant est pensé dans les traditions africaines de manière différente qu'elle n'est pensée dans une tradition occidentale, dans une tradition hindoue, dans une tradition arabe. Maintenant, vouloir appliquer une règle que tout le monde aurait en partage, c'est ça ce qui pose un problème. Techniquement, dans la technique juridique, pour asseoir l'universalité, on la couple avec le relativisme. On sait qu'il y a, chaque aire géographique a sa propre conception du droit. On a aménagé ce qu'on a appelé des réserves. Tous les traités internationaux aménagent des possibilités de réserve, c'est-à-dire une possibilité que l'un des signataires de ce traité-là puisse s'exenter de l'application de telles mesures compte tenu de X, Y, Z raisons qui lui sont propres. C'est ça un peu l'organisation de l'universalisme. L'universalisme des droits de l'homme, c'est la reconnaissance au niveau international d'un socle minimum que toute la communauté humaine devrait avoir en partage pour que l'homme puisse vivre en totale harmonie. Maintenant, ce qui s'est passé dans les faits, c'est que dans la rédaction, dans l'orientation de ces textes-là, il y a eu des idéologies qui ont été embarquées. Et ces idéologies qui ont été embarquées ne sont pas des idéologies neutres, ce sont des idéologies qui veulent orienter la société vers tel sens, au prix d'ailleurs de vouloir désorganiser une société pour lui appliquer le droit de l'homme. C'est un droit de l'homme à marche forcée. Le droit de l'homme, c'est un droit commun à contenu variable. C'est un droit principiel dont le contenu varie selon telle ou telle société. Mais lorsqu'on veut uniformément appliquer un droit dans sa contenance avec la même compréhension à toute l'espèce humaine, là, on n'est plus dans de l'universalisme, on est dans de l'hégémonisme. Autrement dit, on est en train de faire s'imposer un système normatif à toutes les heures géographiques compte non tenu des différences ontologiques que ces systèmes normatifs nationaux ou régionaux peuvent avoir. C'est ça la question. Et donc, la piste de sortie, c'est toute cette théorie autour du pluralisme normatif, qui veut dire que
Le processus normatif est un processus qui ne doit pas faire l'économie de l'existence d'autres sources de la norme, d'autres ordres normatifs. Exemple, en Afrique, il n'y a aucune norme en Afrique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas une seule norme en Afrique qui n'ait pas plusieurs strates de compréhension, plusieurs strates de lecture, et qui fait que la norme est toujours appliquée de façon pluraliste, parce qu'elle est même conçue de façon pluraliste. C'est ce que j'ai compris. J'ai pas compris, par contre, la question de Tcherno Sora. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait. Non, Tierno s'interroge sur le fait, et c'est vrai que c'est une question qui se pose, sur le caractère générateur de droit, de bonheur matériel consécutivement aux droits de l'homme. En termes clairs, il y a un certain nombre de droits qui sont affirmés par-ci, par-là, même si par extraordinaire, il arrivait aujourd'hui que ces droits soient accessibles. Est-ce que, en tant que tels, ce sont des droits générateurs de bonheur au sens matériel du terme? En termes clairs aujourd'hui, quand on dit qu'on a le droit d'accès à l'éducation, qu'on a le droit d'accès à la santé, qu'on a le droit à l'égalité, bien évidemment, la confusion dans l'esprit de Tierno, c'est que ces droits sont proclamés de façon subjective, sans pour autant que ces droits à eux seuls soient générateurs d'autre chose que ne veut en faire la personne qui est le créancier du droit. En termes clairs aujourd'hui, on va dans le cadre d'une compétition scolaire. Lorsque aujourd'hui on dit que l'étudiant A démarre avec 10 points d'avance, l'étudiant B, lui, a 0 point, et au bout du compte, c'est à 50 points qu'on arrive, l'étudiant A n'aura plus besoin que de 40 là où il faut 50 au B. De ce point de vue, il y a une rupture de l'égalité de tous devant la loi. Cette égalité peut être annihilant pour l'un ou pour l'autre. Ce qu'il faut retenir, Tierno, l'affirmation du droit, l'accès du droit en lui seul n'est pas générateur d'autre chose que ce que peut en faire l'individu qui est le créancier du droit. Le deuxième élément, il parlait de droit d'action. Aujourd'hui, lorsqu'il faut mettre en cause un fonctionnaire public au Sénégal, en raison de ce que ce fonctionnaire public aura dissipé l'argent public du Sénégal, Tierno, en tant que Sénégalais, a un droit d'action pour saisir le juge, pour mettre en cause cet individu dans ce comportement, ce que moi, Mamadou Konaté, je ne peux pas le faire, parce que le fait générateur du droit d'action est lié à la nationalité sénégalaise, ce que Tierno a et moi je n'ai pas. En d'autres termes, pour aujourd'hui aller hériter du grand-père de Tierno, il a beau s'appeler, moi j'ai beau m'appeler Mamadou Sora, Tierno Sora peut prétendre à un héritage au nom du lien de sang, ce que Mamadou, même Sora, même sénégalais, n'ayant pas de lien de sang avec le grand-père de Tierno, ne peut pas accéder à cela. Donc le droit d'action est lié à un droit subjectif qui est reconnu, et le fait générateur, c'est qu'aujourd'hui, en matière d'héritage, dès lors que le grand-père meurt, on a accès à l'héritage. Dès lors qu'il y a vol, on a accès au juge pour mettre en cause le voleur. Je parle de manière triviale pour me faire comprendre. Donc, dans l'un et dans l'autre cas, le droit subjectif, le droit procuré, les droits de l'homme procurés en tant que tels sont des droits subjectifs intimement liés à l'individu. C'est lui qui décide d'agir ou de ne pas agir. Mais la seule proclamation du droit ou l'accès au droit n'est pas générateur de richesse quelconque au sens où Tierno l'entend. Je ne sais pas si j'ai compris son sujet, si j'ai répondu ou pas. Oui, donc pour compléter, vous avez... Tierno est là, je crois. Tierno Oui, aujourd'hui, vas-y, Tierno ces vas-y. temps-ci, il se pique, Tierno ces temps-ci, il a des préoccupations particulières. Non, c'est de la philosophie du droit, c'est Oui, une mais lui, ces interrogation. temps-ci, il a une préoccupation particulière que je partage avec lui. Mais bon, il ne faut pas apprendre le droit plus qu'il n'est. Le droit, il faut jamais le prendre plus qu'il n'est. Le droit n'est pas une pierre philosophale qui pourrait transformer tout en or.
Le droit, euh, c'est vrai que a un effet praxéologique parce que le droit peut jouer deux rôles. Le droit peut jouer un rôle positif ou un rôle négatif. Le droit joue un rôle négatif lorsqu'il se contente de formaliser une situation qui est là et de lui donner juste le vernis de la légalité. Le droit joue un rôle positif lorsque le droit amène un peu à, à avoir un nouveau comportement. C'est toute la théorie autour de l'ordre public de direction. Mais tout ceci dit, il faut qu'on s'entende sur une chose. Le droit n'est pas autre chose que le droit. C'est quelque chose qui vise la justice, qui vise l'ordre. C'est ça les finalités du droit. Le droit a un certain nombre de finalités qui sont somme toute assez limitées. Le droit ne peut pas changer une société par sa seule vertu. Non, le droit, il ne faut pas lui faire jouer ce rôle-là. Et si on a compris ça, on peut sortir de l'ensemble justement des incompréhensions ou bien des crispations qui sont autour de ces droits de l'homme, tout ça. Non, ce sont des proclamations. C'est un idéal, lorsqu'il est normatif, qui est proclamé, disant que la société serait plus heureuse si on mettait en place un certain nombre de droits. Mais je l'ai rappelé au début de mon propos, la réalité du droit se mesure à sa sphère d'effectivité ou d'ineffectivité. La règle de droit, en réalité, n'a de prise sur la réalité que tant et si elle a une effectivité. Autrement dit, les effets que la règle de droit produit sur le réel. Autrement dit, on laisse en réalité le droit à la liberté de celui qui agit pour qu'il lui donne une orientation bonne ou mauvaise. On a vu des règles de droit qui étaient portées par telles intentions, mais qui ont fini par avoir d'autres effets ou d'autres formes d'application. Bon, ça c'est une chose. L'autre chose, pour compléter, maître, alors, sur le droit d'action. Le lien avec le foncier. Non, tout à l'heure, je faisais des développements sur le foncier pour dire un peu qu'il y a... Non, mais c'était intéressant parce que moi, en fait, c'est C'est ce qui a intéressant pour réveillé moi. sa curiosité. Ouais, c'est pour voir, en fait, quel est le lien, quel est ce droit-là que le citoyen, l'homme peut exister. Après, je peux te dire, ou bien je vais le dire pour une dernière fois et terminer par là mon intervention. Après, tu vas revenir. Je donne un fait d'exemple pour pousser tous les deux après à la réflexion. C'est du fait que quand on parle, on prend un exemple. On prend le cas du droit de l'immigration, du cas de l'immigration. Il y a autant d'immigration sur tous les continents du monde. En fait, s'il y a un phénomène qui existe sur toutes les terres du monde, c'est la question de l'immigration. Sur le droit universel, ou bien sur le droit de l'homme universel, que tout à l'heure, dont tout à l'heure le doyen parlait, et des fois, là c'est aussi où je ne comprends pas certains, mais je pense que la phrase de Ibrahim, quand il dit que il n'existe pas de droit neutre, tous les droits sont idéologiques, il faut tout simplement, des fois, savoir faire les rapports et savoir disséquer l'universalisme dans les idéologies. Mais s'il existe une réflexion, s'il existe un cas bien précis qui nous touche, ou bien qui touche toutes les sociétés humaines, c'est la question de l'immigration. Ça existe sur toutes les terres du monde. Maintenant, qu'est-ce qui empêche, sur la notion du droit, notamment foncière ou naturelle, de se dire que, par exemple, parce il a été régi des textes sur la question, ou bien sur la notion de l'immigration, de certains caractères qu'on doit avoir vis-à-vis de l'immigrant. Mais si on va jusqu'à un point qu'il y ait immigration dans ton pays, ou bien dans un pays donné, sur une terre donnée, de pouvoir accepter que ces personnes-là qui immigrent sur telle terre en ont tout aussi besoin que celui qui s'y est né, parce qu'il est dans une situation, que ce soit sociale, le mot, je sais que Ibrahim parle qu'on a ensemble, qui est dans une situation sociale, qu'il partage et qui justifierait qu'il Alors, soit... il semble que le space va sauter, qu'on dit que l'autre a des problèmes, donc je ne sais pas. Si ça saute par extraordinaire, soyez pas surpris. Non, tu peux sortir et revenir, ça va. Non, mais si moi je sors en tant qu'hôte, ça va être difficile. Non, tu sors, tu reviens vite fait. Tu vas récupérer ton space en 1 minute. Tu as juste 1 minute pour le faire. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire, Ibrahim. C'est-à-dire, dans cette condition-là,
qu'est-ce qui empêche la réflexion du droit universel de se dire que quelles que soient les terres du monde où l'on se situe, quel que soit dans le coin du monde où l'on se situe, de pouvoir accepter que cet individu-là a autant besoin, sur le plan social, d'exister et d'être en possession de ses terres, En réalité, d'y en habiter clair, et Tierno de... s'interroge aujourd'hui sur le caractère délictuel de l'immigration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sociétés européennes ont érigé une infraction liée à l'immigration. Le fait pour Mais les individus, qui part aussi de chez nous, parce que nos oui, pays sont en train autant de faire oui, une question délictuelle, oui, mais la question de l'immigration, mais peut-être Oui, mais Tierno, c'est sous attends, une autre forme. Ouais. Tierno. Ça, c'est doucement fait. Ce que tu dis, je le comprends très bien. Il y a inscrit naturellement chez l'humain la la possibilité, liberté de se mouvoir. Voilà. Mais on a créé des institutions des institutions. Il y a une absence de certaines institutions et l'existence d'autres institutions qui font blocage. La première institution, c'est la notion de pays et de frontières. C'est-à-dire, la notion de pays et de frontières et de souveraineté fait qu'un pays, un État souverain peut organiser un peu l'existence, l'accès dans ses frontières et également l'existence au sein de ces frontières-là. Donc ça, c'est des régulations nationales. Ça fait que euh, il n'y a pas, et ça, l'autre aspect, c'est l'absence d'un gouvernement mondial. Il n'y a pas un gouvernement mondial qui peut contraindre un État à faire telle ou telle chose. C'est toute la faiblesse du droit international qui est ce qu'on appelle. Il n'y a pas, et ça, l'autre aspect, c'est l'absence d'un gouvernement mondial. S'il n'y a pas. Donc, l'absence de gouvernement mondial qui fait que le droit international est un droit de négociation, est un droit de soft law, même si on sait que, d'ailleurs, pour revenir à la problématique de l'hégémonie, il y a certains droits nationaux qui ont une certaine extraterritorialité. Prenons le cas du droit américain. Le droit américain est un droit extraterritorial qui s'applique partout dans le monde. Lorsque un État refuse d'appliquer le droit américain, les États-Unis ont suffisamment de force pour imposer des embargos X, Y et Z. Donc cette extraterritorialité pose un certain nombre de problèmes. Mais il reste que le fait qu'on ne puisse pas ériger ces droits-là comme des droits acquis et que tout État se verrait obligé d'appliquer, c'est justement l'existence d'États et de régulations nationales qui font que les pays vivent dans une sorte de chauvinisme, dans des sortes de communautarisme, et cette notion d'État-nation a créé... Il y a une prof de Paris 1 qui m'a adressé sa conférence justement sur la problématique de l'universalisme. Il lui arrive d'ailleurs de citer Bachir Diop, c'est ça? Bachir Diagne, Souleymane Bachir Bachir Diagne, Diagne. pardon, Souleymane Bachir Diagne. Je vais retrouver ça, Rêve, et puis je vais te l'envoyer. Et j'ai cherché à mettre la main justement sur cette dame-là pour qu'elle puisse venir dans un space. Assez douée, hein. Je vais trouver la série de conférences qu'elle m'a envoyée. Il faut que je retrouve juste le mail et puis je vais le plaquer dans le groupe de discussion. Et Oui, je veux bien. Ouais. Rêve, c'est un sujet majeur d'universalisme. Pour la première fois, je vois une blanche raisonner de façon dilatée, sans parti pris, sans rien du tout. Elle arrive à relativiser beaucoup de choses. Elle reconnaît des progrès là où il y a lieu et elle se prononce de façon plutôt objective sur la question de l'universalité. Et ses propos suscitent beaucoup de débats. Elle-même s'interroge pas mal et elle n'a pas toujours justement les bonnes réponses. Il faut que je trouve ça véritablement, parce qu'à un moment, j'ai voulu véritablement réunir deux, trois talents, un asiatique, un français, plus un africain. J'ai pensé à Souleymane Bachir Diagne pour justement parler de la problématique de l'universalisme, d'abord en matière de droit, ensuite en matière de religion et en matière de pensée. Voilà, c'était ces triptyques qui m'avaient suscité. Mais reprenons langue, toi et moi, pour qu'on puisse éventuellement poursuivre ce débat-là, cet échange-là. Merci infiniment à vous tous. Je suis tout à fait d'accord avec Ibrahima que ce genre de space peut nous donner l'occasion peut-être de prendre des libertés de pensée, d'opinion et puis d'expression, même si ça peut éventuellement être
ça peut nuire à d'autres personnes qui ne parlent pas forcément, mais je crois qu'une chose est de ne pas parler, pour autant on ne peut pas dire que ceux qui ne parlent pas ne captent pas, et qu'à l'occasion, chaque fois qu'ils ont le moyen justement de revenir dans le débat, de s'interroger, de commenter, ils le feront. Donc voilà, merci infiniment à vous tous, et puis bonne nuit, et puis surtout réveillez-vous demain. Allez, bonne soirée. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur Twitter et nos réseaux en général, ainsi que sur d'autres plateformes pour rester informés des prochains débats en live et des épisodes à venir. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'épisode. Nous sommes toujours reconnaissants lorsque vous vous exprimez.